Merci beaucoup, vous êtes très nombreux, c'est super. Merci aussi d'abord au Vecteur et au Festival Livresse de nous permettre d'être ici cet après-midi avec ces 3 grandes actrices du monde de la littérature jeunesse et particulièrement de la littérature illustrée pour une discussion relativement inédite. On ne sait pas bien où on va, mais je crois que ça va être vraiment passionnant de questionner, de savoir s'il existe une école belge de la littérature illustrée. Poser cette question, c'est quand même promettre de la déconstruire, cette notion d'école, parce que précisément, on est en Belgique et que rentrer dans des cases, c'est pas vraiment le fort des artistes, des œuvres et des éditeurs qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, sans spoiler, du coup, je ne promets pas qu'à la fin, on ait une conclusion à savoir qu'est-ce qu'une école belge de la littérature jeunesse ou de l'album jeunesse. Mais en tout cas, on est là et on est vraiment ravis. On va tenter, dans un premier temps, peut-être de dessiner les contours d'un paysage beaucoup moins gris et plat que celui que chantait Brel, mais peut-être qu'il sera question à certains moments de la mer du Nord ou du blanc du papier. Et puis, on va essayer peut-être de découvrir quelles peuvent être les spécificités, les influences, l'histoire de ce mouvement du livre illustré ou de cette création à la belge. Et avant de commencer la discussion, j'aimerais qu'on la place sous le signe de cette punchline d'Elisabeth Ivanovsky, dont on va sans doute parler avec Christine, qui était la plus belge des autrices roumaines, ou alors la plus roumaine des autrices belges, ça on ne sait pas bien. Cette punchline, comme je le disais, c'est également le sous-titre du livre qui est là quelque part, que lui a consacré son fils Georges Meurant, justement dans un livre chez Mémo en 2017, et qui dit « Sur la page blanche, tout est à commencer, tout est possible ». Donc je pense que c'est une jolie phrase qui nous permet de commencer, qui va nous peut-être guider dans cette réflexion, à savoir d'où vient cette magie qui fait qu'un si petit territoire, un si petit pays compte une telle variété d'artistes, conteurs graphiques. Je vais vous présenter chacune. Mélanie Rutten, vous êtes autrice et illustratrice belge, mais vous n'avez pas grandi en Belgique et vous n'avez pas étudié l'illustration. Donc voilà, ça c'est déjà super, un bon point de départ pour commencer à vous connaître. Vous avez fait la plupart de vos livres, une quinzaine, aux éditions Mémo. Le premier c'était Mitsi et le dernier c'est Les Sauvages, il me semble. Mitsu. Le dernier c'est Chacha. C'est Chacha, oui, c'est Chacha, le chat du chien, ouais, c'est ça. Qu'on voyait tout effectivement, et qui est quelque part ici. Voilà. Anne Kévy, vous êtes à la base, vous avez une formation, un double cursus en illustration et en tant que romaniste. Vous dirigez l'option illustration à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. J'ai une petite phrase que j'ai trouvée dans une biographie où vous dites que ma formation littéraire et l'exercice du dessin m'ont amené dans un jeu de réciprocité et de complémentarité à l'illustration et par là aux variantes complexes du graphisme. Une grande science du coup de... Oui, en fait, j'enseigne l'illustration, mais j'en fais pas du tout. Je m'excuse pour ma voix, mais j'ai la voix tout à fait cassée aujourd'hui. Oui, donc j'enseigne quelque chose que je ne pratique pas. C'est peut-être mieux. Mais bon, voilà, et vous avez été la prof notamment d'Anne Herbaut, Fanny Dreyer, Chloé Perarnaud, Sophie Daxelet, dont on parlera sans doute pendant cette discussion. Et enfin, Christine Moreau, vous êtes la cofondatrice des éditions Mémo, ainsi que directrice éditoriale. La maison fêtera bientôt ses 30 ans. La particularité de votre maison d'édition, c'est d'être une vraie maison dans laquelle on va aller explorer le patrimoine et le contemporain à travers des livres d'une grande qualité graphique, visuelle, que ce soit au niveau de la fabrication que de la création. Dans la présentation de cette petite entrevue, on a cité, vous les avez peut-être lus, de nombreux artistes belges. Alors évidemment, cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Il y a tout plein d'auteurs qu'on va citer ou ne pas citer pendant cette rencontre. Mais c'est le propre du coup de cette discussion, c'est d'explorer
une école qui n'existe pas. Donc voilà, on va citer un tas de gens. Ce qu'on n'a pas cité encore, c'est aussi les éditeurs. Donc on a ici une éditrice française, mais n'oublions pas des grands artisans de ce paysage de création belge que sont les éditeurs belges. Je vais citer les Sperluettes, Apadelou, Versant Sud, mais ils sont très très nombreux. Enfin très nombreux, pas très nombreux parce que le pays est petit, mais il y en a quelques-uns. Et enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai également, pour préparer cette rencontre, discuté notamment par mail avec quelques auteurs et autrices. Et je vais utiliser leurs réponses, leurs discussions pour un peu étayer. Donc à ce moment-là, je vous préviendrai de l'intervention par ma voix de ces auteurs et de ces autrices. Pour commencer, pourquoi une éditrice française dans une rencontre sur la création belge ? Parce qu'en fait, Christine, elle est à l'origine de cette rencontre. On s'est parlé il y a 2 ans au téléphone et elle m'avait dit qu'elle adorerait venir en Belgique parler de la création de l'album belge. Donc, elle est là pour ça. Donc, moi, la première question que j'aimerais vous poser, j'aimerais vraiment vous laisser le mot d'introduction. C'est quoi un album à la belge ? C'est quoi les spécificités d'un auteur belge au sens et à la vue de l'éditrice que vous êtes, avec une vision évidemment assez large, que ce soit au niveau historique de la création, mais aussi de ce qui se fait de manière contemporaine. Alors, si je le savais, on pourrait tous se lever puis repartir, donc je ne vais pas vous donner d'explications, mais moi, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai toujours ressenti, et la première fois, c'était avec Mitsou, parce que je pense que c'est le plus ancien livre belge qu'on ait édité. C'est ce livre qui s'appelle Mitsou, donc de Mélanie. Et en fait, je peux dire qu'avec un éblouissement comme celui que j'ai éprouvé à un moment donné, quand elle est arrivée, sur le stand de Montreuil, c'est qu'elle m'a montré cette petite maquette qu'elle avait, qu'elle avait préparée. Et en fait, il y a une chose qui se passe dans l'illustration comme dans l'art. Il y a un moment donné où vous plongez, comme dans une piscine, dans quelque chose, que ce soit une œuvre ou que ce soit l'illustration, ce qui ne veut pas dire que ça n'est que du ressenti, parce que je ne veux pas non plus faire quelque chose de quasi mystique sur pourquoi et comment les choses vous touchent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ces images-là avaient raconté une histoire. Et cette image-là, c'est celle... Ah, mais on a perdu la page. Là, voilà. C'est cette image double dans laquelle Mitsou en fait arrive dans une sorte de paysage nocturne dans lequel les uns font du ski, les autres se balancent sur une branche. Et tout d'un coup, moi, je me suis sentie Mitsou arrivant dans cette scène-là et j'ai plongé dans le livre. Et j'ai eu le... Bon, c'est un beau métier quand même, parce que c'est un métier dans lequel tout d'un coup on peut dire, ben voilà, ces images-là, j'aimerais pouvoir les éditer. Je sais où est ma place, je sais que je ne suis pas une créatrice, mais je peux avoir cette capacité de faire en sorte que cette image-là, vous puissiez vous aussi la voir. Et c'est une grande... c'est une grande chance, et c'est quelque chose qui fait que 30 ans après, vous avez encore envie d'éditer des livres. Donc j'ai vu cette image et j'ai dit à Mélanie, on y va. Je crois que j'étais encore un peu plus possessive. J'ai dit, je le veux ou je prends. Bon, en tout cas, pourquoi est-ce qu'avec ces images-là, j'ai eu cette impression-là, et pourquoi est-ce que ça s'est confirmé avec les images de Gaïa Wiśniewski, avec les illustrations de Étienne Beck, qui n'était pas belge encore à l'époque, même s'il avait fait Saint-Luc, mais qui est devenu belge depuis, d'ailleurs. Et bien parce qu'il y a une sorte de... On a parlé d'expressivité ou d'expression tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une image expressive ? Parce que je n'édite pas de romans, on a une toute petite collection très courte. Et en fait, moi j'aime les images qui racontent des histoires.
Donc peut-être, je vais terminer là parce qu'on va peut-être justement développer ça. Pourquoi est-ce que je ressens ça particulièrement avec les auteurs belges? C'est le fait que l'illustration ne soit pas une sorte de faire-valoir du texte, qu'elle ne soit pas non plus empreinte de clichés ou de raccourcis à la mode, mais qu'elle ait une sorte de désir vraiment apparent de vous raconter quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous sentir partie prenante du livre. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment-là plus souvent avec des auteurs belges qu'avec des auteurs français? Et on a d'immenses auteurs français, en tout cas de formidables auteurs français et illustrateurs français. Je ne veux pas non plus faire du nationalisme, ce qui serait malvenu parce que je ne suis pas belge. Mais je voudrais comprendre pourquoi. En fait, je viens ici exactement avec les mêmes questions que celles que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'on peut vous demander, vous reposer vite le micro, juste un petit aperçu de votre catalogue belge. Donc on a parlé du Mitsou, le premier livre de Mélanie. Tétralogie. Voilà. Dans lequel malheureusement il y a maintenant des manquants mais qu'on va réimprimer. Et ensuite qui a été suivi d'une trilogie, L'ombre de chacun, avec trois livres différents, qui a continué avec Les Sauvages, qui est un livre absolument extraordinaire qui semble se passer dans une sorte de bayou. Et on en avait parlé avant, c'était une belle histoire, on avait parlé avant de Huckleberry Finn et de toute cette atmosphère là, et de ces enfants perdus dans un marécage hostile. Et puis, je ne sais pas, peut-être que Les Sauvages n'est pas là, mais c'est pas grave, il est quelque part par-dessous. Bon, sinon, vous le retrouverez, voilà. Sinon, vous le retrouveriez à la librairie. Voilà, Les Sauvages. Et puis, on a édité 2 petits livres qui sont pour les plus petits, qui ont vraiment trouvé leur public, Ploc, et puis un deuxième Ploc. Et puis le plus récent, qui est un magnifique livre, qui est Chacha, le chat du chien, et qui est un livre à la fois d'une infinie beauté, et en même temps, non, il est là au-dessous, voilà, il est là. Très très grande beauté, de sentiments et d'images. Voilà. Si je dis beauté de sentiments, ça va passer pour une sorte de niaiserie. En fait, chez Mémo, on n'édite pas tellement des livres forcément rigolos. Moi, j'aime énormément les récits initiatiques. C'est ma marotte, c'est peut-être lié à moi, ce que j'aime profondément. Donc, je rentre en résonance vraiment avec ces livres qui racontent une sorte de parcours, qui va d'un point A à un point B ou de la naissance à la mort, mais qui est quelque chose qui emprunte un chemin semé d'embûches parfois et qui vraiment touche quelque chose d'assez important de nos destins d'êtres humains. Voilà. Le moment où on sait mettre une chaussette rouge, par exemple. Le moment où on peut mettre une chaussette rouge, comme dans Chacha, le chat du chien, exactement. Et puis, alors il y a des gens très très atypiques que vous ne connaissez peut-être pas, comme par exemple Patrick Corillon, qui est quand même un artiste formidable, liégeois, et qui mystifie son monde. Alors, peut-être que ça, c'est belge. C'est un mystificateur, poète et très, comment dire, et qui à la fois écrit et en même temps illustre avec des œuvres d'art contemporain. En fait, c'est de l'art contemporain, mais qu'il parsème dans un livre qui est là encore une sorte d'histoire assez décousue. Il y a vous pouvez aller regarder sur son site. C'est quelqu'un qui a transformé beaucoup de ses œuvres de plasticien en livres, mais aussi en spectacle. C'est vraiment une sorte de couteau suisse d'homme orchestre. Ensuite, on a travaillé aussi avec Étienne Beck, qui est ce jeune formé à Saint-Luc et qui a illustré plusieurs contes russes pour nous,
et traduit par Françoise Morvan, et qui est une excellente, formidable traductrice. On a travaillé, voilà, puis il y a Alionushka qui est par-dessous. On a travaillé aussi, parce que je ne veux pas être longue, parce que je veux que les autres parlent. Alors, je vais faire cette présentation peut-être un peu rapide, mais on y reviendra s'il y a quelque chose que vous voulez me dire. Ensuite, Gaïa Wiśniewski, avec qui on a travaillé depuis pas très longtemps, mais avec un premier livre qui a tout de suite été vraiment un livre très, très remarqué, avec cette rencontre entre cette petite fille et un bison. Quelque chose d'assez mélancolique, mais... voilà. Grand livre sur les petits livres, ça donne ça. Voilà. Et ma bouteille était bouchée, donc ça va. Donc Gaïa Wiśniewski, avec lequel on a également fait 2 Shnurka. Shnurka et l'été de Shnurka. Et puis un autre petit livre qui s'appelle Papa, écoute-moi, qui voit avec beaucoup de bienveillance aussi et beaucoup de qualité de narration ce qui se passe entre des personnages qui vivent des dilemmes, des aventures, des histoires d'amour. Et puis, tout à fait, on a fait un seul livre avec José Parando, mais c'est un livre qui est lui aussi avec cette sorte de sens de l'absurde que j'apprécie beaucoup aussi dans... Je pense que c'est pas seulement belge, mais je pense que l'absurde, c'est quand même vraiment un des ressorts de la littérature belge. Et puis un seul livre avec Kitty, dont je suis très fière, parce qu'il s'appelle Dans moi et que c'est vraiment un livre fantastique. Kitty m'avait dit, si un jour tu as quelque chose de très spécial, tu me dis, et puis je ferai un livre avec toi, parce qu'elle est restée très fidèle à son éditrice de Pastel. Et c'est une belle idée d'ailleurs, parce que du coup, elle a une sorte de long parcours comme ça avec la même maison. Et un jour, j'ai reçu un texte de Alex Cousseau, qui était un texte fantastique, et je lui ai envoyé. Et elle m'a envoyé un mail en disant, il n'est pas question que quelqu'un d'autre que moi illustre ce texte. Voilà. Ivanovski, c'est à la fois des livres et puis cette monographie qu'on a pu faire, écrite par son fils Georges Meurant, mais plusieurs livres également d'Elisabeth Ivanovski, qui effectivement, bon, est-ce que faut... Elle est belge un peu par accident, c'est-à-dire par mariage. De la même manière que finalement tu es belge, mais tout en étant né, toi, en Afrique du Sud. De la même manière que Gaïa Wiśniewski est polonaise d'origine, mais a vécu en Belgique avant de vivre maintenant en France. Donc les Belges sont partout, en fait. Mais les Belges sont partout, et c'est un peu par ça que je voulais commencer à entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste belge? Alors j'aimerais vous lire, donc parmi les auteurs et autrices que j'ai interrogés, il y a Kitty Krauter, et ma première question c'était justement de dire, est-ce que ça existe une école belge, est-ce que vous vous y sentez, quoi? Et alors, elle m'a répondu. Donc dans cette chaîne de mails, il y avait donc Kitty Krauter, Marine Schneider et José Parando, ainsi que Fanny Dreyer. Je vous lis, le mail de Kitty était particulièrement drôle et absurde. Je vous en lis une partie, et donc je vous ferai rebondir un peu là-dessus après. Bonne chance, ça commence par là. Je m'avance, mais je crois qu'on n'a qu'une vraie Belge, Marine. Quoique Schneider, le nom est allemand, coupeuse selon la traduction Google. Schneider, un nom de métier d'origine germanique, désignant un tailleur d'habits non fréquent en Alsace-Lorraine. Fanny Dreyer, suisse, quoique son nom en anglais veut dire sécheuse selon Google, mais il se trompe d'une lettre. Sinon, j'ai trouvé ceci, Dreyer, fréquent en Alsace-Moselle. C'est en principe un équivalent bas-allemand des noms Dreschler, Dreher, désignant un tourneur, à envisager plus rarement avec le dérivé trei égale 3, désignant par exemple le troisième enfant d'une famille. José est mi-espagnol et mi-belge, quelque chose de pas très rond en somme, pardon José, je ne résiste pas, beaucoup de smileys. L'origine de son nom est basque, l'étymologie de ce nom provient de l'agglutination du nom toponymique para et ondo qui signifie à proximité, etc. Et moi,
suis mi-anglaise, mi-suédoise et franchement belge par ma toute nouvelle carte d'identité. Merci Brexit. Mon nom veut dire en vieux Welsh, Pays de Galles, de fiddle player. Il vient de Krt, sans voyelle, dont ma famille est originaire. S'ensuit un lien YouTube vers un joueur gallois de ce fameux instrument Krt. Pardon si j'abuse de mes blagues, mais la particularité de la Belgique, c'est que nous venons tous d'ailleurs. Ce qui est vrai pour tout le monde, étalé sur des générations. Mais ici, c'est un véritable carrefour concentré. La grande force des Belges, école, s'il faut utiliser ce mot, c'est d'être incroyablement singulier, personnel. Voilà. Fanny, elle, dans sa réponse, évoque aussi ces montagnes, le fait de venir d'un petit pays, donc Fanny Dreyer est elle-même suisse, d'un petit pays trilingue, et elle évoque le fait que elle a, grâce à ça, pu, comme sans doute des artistes belges ou suisses, faire un pas de côté par rapport à la grosse puissance culturelle française. Voilà ce qu'elle évoque. À partir de là, j'aimerais demander à Mélanie, vous-même, quand vous m'avez écrit, je ne me sens pas très légitime pour participer à cette rencontre parce que moi-même, je ne suis pas que belge. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces réponses? Est-ce que vous pensez que ça peut faire partie de cette école de création, d'être belge et que être belge, c'est d'être beaucoup d'endroits en même temps? Mais oui, c'est une question complexe pour tout le monde, en fait, tous les Belges. Et c'est vrai que la question de faire ou non partir d'une école belge, ou même l'existence d'une école belge, ça me laissait un peu circonspecte, quoi. Je suis dedans jusqu'au cou, donc je pense que je n'ai pas non plus la distance pour pouvoir en juger. Bon, d'ici là, depuis, je me suis posé la question. Oui, alors moi, j'ai vécu ailleurs toute une partie de mon enfance, de mon adolescence. Enfin, je suis quand même ici depuis l'âge de 15 ans, et je suis belge. Et puis bon, voilà, s'il y a eu un écart culturel à un moment donné, je l'ai sûrement rattrapé. Se poser la question de savoir s'il y a une école d'illustration à la belge, aussi se poser la question de la Belgique et de la belgitude. Et ça, on est quand même tous d'accord de dire qu'on ne sait pas trop ce que c'est, ou en gros, ça a des contours très très flous. Et peut-être que la spécificité de je dirais de la Belgique, c'est justement d'être un mélange, vraiment un carrefour, comme le disait Fanny Dreyer, c'est-à-dire de toutes sortes d'horizons différents. On a aussi une identité qui est fort en creux, en fait. On est coincé entre l'Angleterre, le Pays-Bas, la France. Et donc peut-être que justement, espèce de flou un peu identitaire, mais est très paradoxal, puisqu'on vit quand même dans un pays où les frontières sont multipliées, démultipliées. Ça permet sans doute en fait de pas trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est ça. Ou en tout cas, on navigue beaucoup dans une forme de dérision. On parle de cet humour à la belge. Voilà, je pense que ça donne sans doute envie de raconter des histoires, tout ça. Enfin, c'est ce que je me dis. Peut-être qu'on n'a pas une histoire collective très forte. Peut-être qu'on... Voilà, alors du coup, on s'en raconte. Bon, c'est une proposition. Sinon, quant à savoir si j'en fais partie ou pas, très certainement, il y a des influences d'auteurs-illustrateurs qui ont été très fortes au tout début de mon parcours et je m'en nourris sans doute encore maintenant. Je pense à Kitty Crotter, Anne Brouillard, Anne Herbaut. Ça a vraiment été des repères au tout début de mon parcours autodidacte. J'avais aussi besoin d'un ancrage et c'est vrai que ce sont des auteurs illustratrices qui ont été très importantes. Aussi parce que pour moi, la grande force de ces univers que je viens de citer, c'est de pouvoir... d'abord de proposer des images incroyables, mais aussi un texte et des univers qui sont absolument pleins, cohérents et qui envolent, quoi. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, on y reviendra après à ça, au processus de création et à la forme particulière justement que peuvent prendre certaines œuvres. J'aimerais aussi, Anne, vous interroger sur cette question de c'est quoi être un artiste belge ?
Déjà, si on regarde les formations que nous avons chez nous en Belgique, on est occupé à former une majorité d'étrangers. Hein. Donc dans nos écoles d'art, on est avec, chez moi en tout cas, il y a 95% de Français. Mais bon, ils adorent tellement qu'ils restent. Hein. Ils restent chez nous, donc ils deviennent belges finalement. Oui, c'est vrai que dans l'intitulé, je n'ai pas précisé que... Enfin, on l'avait rédigé, mais on parle de belges et assimilés. On arrête de parler de nationalité parce qu'elle n'existe pas finalement. Donc oui, mais il y a quand même quelque chose qui est particulier. Comme Mélanie disait, on a une identité en creux. Donc quand on demande un peu ce qu'on est, on ne sait jamais dire ce qu'on est, nous les Belges. Mais quand on nous dit « vous êtes comme ça », on dit « ah non, mais ça, on n'est pas comme ça ». En fait, on se définit par tout ce qu'on n'est pas. Donc on ne veut pas être français, on ne veut pas être hollandais, on ne veut pas être allemand. Mais en fait, on est un peu de tout ça parce qu'on est quand même avec 3 langues. Alors je pense que... Donc il y a un petit côté un peu rebelle chez nous. On ne veut jamais appartenir à personne. Il y a un petit côté un peu frondeur. Et oui, c'est un peu bizarre, mais oui, il y a la phrase, je pense, qui définit le mieux la Belgique que j'avais entendue à un moment, c'était « normalement, on ne peut pas hein ». Ça, c'est tout à fait belge. Normalement, on ne peut pas. Hein. En fait, on ne peut jamais rien, mais on fait tout, quoi. Donc, ce côté rebelle, c'est un peu ça. Donc oui, on n'a pas d'identité précise, si ce n'est que justement on n'en a pas. Donc peut-être avoir une identité, c'est de ne pas en avoir. Enfin bon, ça c'est un truc un peu fou quand on y pense. Alors, je crois aussi que ce côté un peu de dérision, de moquerie, etc., ça vient du fait que nous sommes un tout petit pays. Donc tout est toujours un jet de pierre de chez nous. Et nous avons des frontières, des vraies frontières, donc qui nous séparent des Français, qui nous séparent de la Hollande, de l'Allemagne, enfin, etc. Puis on a de l'eau aussi d'un autre côté. Mais on a des vraies frontières, mais on a aussi, en plus de tout ça, on a des frontières linguistiques. Donc on mélange quand même les choses avec des tas de pouvoirs différents, des tas de régions qui sont régies par des types de pouvoirs, avec des tonnes de ministres, etc. En général, personne n'y comprend rien. Les étrangers, sûrement pas. Nous, ça dépend, pas toujours. On ne comprend pas toujours non plus très bien. Mais donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et le voisin ou l'autre est toujours tout près de nous. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour d'autres pays comme la France, enfin, etc., où les gens se reconnaissent plus dans un territoire plus grand. Nous, on est toujours un peu très différent de celui qui est juste à côté. On n'est toujours pas très loin des Flamands, on n'est pas très loin des Français. Et donc, il y a peut-être un côté, quand on est très proche, de se moquer un peu de l'autre. Bon, je pense qu'on arrive toujours à se comparer d'une manière ou d'une autre. L'autre, il est comme ça et nous, on est comme ça. Ou bien, voilà, c'est pas négatif pour autant. Hein, c'est constater qu'il y a des ressemblances et des différences. Donc, à un jet de pierre, c'est toujours comme une sorte de petite critique qui se fait. Et je pense que les Belges sont assez moqueurs et c'est à cause de ça. C'est parce que nous sommes tout petits, nous sommes toujours à côté des autres que l'on regarde et dont on se moque. Et les Flamands, dans cette histoire, on les met où? Il y a Marine... Ah, ben ils sont dessus. Ils sont aussi à un jet de pierre. Donc on se moque d'eux. Et ils sont belges. Donc là, on serait plutôt en train de parler mais s'ils d'une sont école flamands, de ils sont création belge francophone. Pour établir oui, parce que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes éditeurs. Il y a Marine Schneider qui, elle, dans sa réponse, me disait qu'elle a étudié en Flandre, elle a étudié à Gand, et donc elle voit bien de quoi on parle. L'école flamande, elle est assez marquée, ça, il n'y a pas de problème. Et par contre, elle, de son côté, elle dit que on ressent, c'est exactement ce que vous disiez, on ressent pas trop un style hyper présent qui fait que le spectateur ou le lecteur pourrait dire « Ah, ça c'est un livre belge », mais les similitudes seraient plutôt dans le fait que chaque artiste se démarque. Pour le coup, la ressemblance serait là-dedans. Alors évidemment, on peut voir des courants graphiques ou des types d'histoires. Alors elle me dit, moi je trouve qu'on est pas mal à être fasciné par la mer du Nord, le gris, par le Nord en général. Alors oui, ça peut nous démarquer, mais par contre, il n'y a pas un auteur qui a envie de faire la même chose qu'un autre. Je sais pas. Je sais pas si on essaye de faire autrement. C'est pas vouloir faire autrement que les autres. C'est pas tellement ça qui est important. Parce être original, on ne l'est jamais, hein, tout à fait. Quand on essaye d'être original, on n'arrive jamais à être original. Mais ce que je pense qui est important, c'est peut-être d'essayer d'être sincère et juste. Donc ça, c'est la chose la plus importante, la sincérité et la justesse. Donc ne pas tricher. Et c'est quelque chose qu'il est difficile d'atteindre. Alors,
je crois qu'il faut un peu se lancer dans le travail en se disant j'ai le droit de faire tout ça. Et donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que les Français, par exemple, parce que nous parlons français, enfin à peu près, on ne parle pas tout à fait la même langue, on a parlé de torchon, de serviette tout à l'heure, c'est pas la même chose, mais nous parlons à peu près la même langue, mais nous n'avons pas, nous je pense, de ce que je vois de mes étudiants en tout cas, tout à fait le même poids qui pèse sur nous au niveau de l'écriture et de la création. Donc en Belgique, on apprend bien les textes des Français, on apprend la littérature française à l'école, mais en même temps, c'est pas les nôtres, c'est pas nous. Donc il y a une petite distance qui se fait, et je pense que les Français, ils ont le poids de cette littérature, de tous ces grands auteurs qui pèsent sur eux, et ils ont beaucoup plus de difficultés à écrire et à penser l'image et le texte en même temps. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles nous travaillons plus facilement le texte et l'image, il y a des raisons pour lesquelles nous avons plus d'illustrateurs qui travaillent sur cette question-là, notamment au niveau des formations, mais on va peut-être revenir là-dessus. Donc je crois que c'est plutôt une question de sincérité. C'est pas d'originalité, pas de vouloir. Il n'y a personne qui veut être vraiment différent. Mais tout le monde veut être le plus juste possible. C'est ça. Le plus juste possible en se disant j'ai bien le droit, moi aussi, de raconter ça parce que je pense à ça, parce que je le vis comme ça, parce que je l'ai imaginé comme ça. C'est s'octroyer ce droit-là. Oui. On est peut-être plus libre pour s'octroyer des droits. Oui. Allez, ça vous fait réagir? Oui, moi je ressens tout à fait ça. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qui est commun à ces auteurs. Il n'y a pas le livre de Anne Kellens, qui est ce livre avec un titre que j'oublierai régulièrement, mais c'est Soussou et Soussi, ou Sissou, voilà. Mais c'est surtout une sorte de promenade au milieu de personnages qui sont tirés de l'imagerie populaire. Parce que ça aussi, c'est peut-être une des pistes, c'est cette proximité. Peut-être, je ne sais pas, l'école flamande, je ne sais pas très bien, mais il y a ce goût pour l'imagerie populaire qui est très présent. Et quand vous parliez tout à l'heure de sincérité, il y a du coup cette espèce de chose un peu frontale et très posée là, sans souci de se rapprocher d'une école ou d'un courant ou d'un modèle. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup. Dans Beck, encore, quand on revient là-dessus, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, oh là là, mais c'est... Il y a même des gens qui m'ont dit, mais c'est mal dessiné. J'aurais dit, mais c'est quelquefois le propre d'un chef-d'œuvre. Mais cette espèce de frontalité, en plus, lui, il est très, très, très attiré par l'imagerie populaire russe. C'est quelque chose qui raconte là aussi une histoire, qui ne s'embarrasse pas de présupposés, ou c'est ce que tout à l'heure on se disait, c'est le fait que, d'une part, il y a la narration. Ça, c'est vrai qu'on enseigne la narration de la littérature jeunesse en Belgique. On l'enseigne pas de la même façon en France. Et puis, il y a cette espèce d'intérêt vraiment très manifeste pour brasser, se saisir des couleurs et faire les choses sans complexe. Hein, peut-être que c'est cette qualité-là, moi, qui me plaît particulièrement et qui fait que ça me dit quelque chose. Parce qu'on parlait aussi de cette perfection technique auxquelles peuvent parvenir des gens qui sortent de ces très bonnes écoles françaises. Et quelquefois, ça reste un peu à la surface des choses. On a des choses qui sont d'ailleurs très très vite et très facilement copiées par les condisciples quand il y en a un qui est plus brillant que les autres. Et donc on a des clones. Bon, ça, il y a des clones, il y en a toujours partout. Hein. Mais on a quelque chose quelquefois qui ne va pas au-delà de la surface du papier. Voilà, tout à l'heure, je parlais de plonger dans le papier. Eh bien, moi, je définis peut-être trop ce que j'aime moins, mais il y a beaucoup de choses qui, pour moi, ne vont pas plus profond que le papier. Donc, le belge sait aller plus profond que le papier. Oui, peut-être que c'est parce qu'on est moins braqué sur l'idée d'avoir des sujets, mais plus sur l'idée d'avoir des histoires.
Et il y a quelque chose en France dans les formations aussi qui fait que on va produire un peu plus, peut-être, enfin ça dépend des pays, hein, mais on produit parfois un peu plus de livres que moi j'appelle médicaments. Donc avec un sujet bien précis. Ok, il va falloir parler du petit frère qui arrive. Ok, il va falloir parler dans la famille, il y a un petit handicapé qui arrive. Ok, il y a mon grand-père qui est mort. Et puis on rentre dans les librairies pour acheter un livre en disant ok, mon gamin il a ça. Est-ce qu'il y a un livre pour ça? Bon, c'est horrible. Ça, c'est des livres médicaments. Et c'est des livres qui, à mon avis, ne font. Il y en a plein, il y en a plein qui sont édités comme ça, mais je pense que ce ne sont pas les livres dont on parle, parce que ce sont des livres qui n'ont pas ils n'ont pas d'âme, en fait, ils racontent rien. Donc c'est pas des histoires, et c'est même assez désagréable, parce que c'est comme si les gens nous donnaient des leçons. Et nous, les Belges, on déteste recevoir des leçons. En fait, c'est ça. On raconte quoi alors? Donc on ne donne pas de leçons, on raconte des histoires. On raconte nos histoires à nous. On raconte nos histoires. Des histoires de vie. Simplement. Moi, c'est exactement ça. Enfin, chez moi, j'ai eu souvent au téléphone des gens qui me disaient bonjour, j'ai fait un livre pour les enfants qui viennent de perdre leurs grands-parents, ou les enfants dont les parents sont homosexuels, ou bien pour c'est chiant. Non. Et moi, je réponds toujours, mais nous faisons des livres pour les enfants. Point. Voilà. Oui. Et dans tous ces livres, mais aussi dans des livres français, hein, il y a ce pouvoir de transposition qui fait que on va passer par un conte russe, ou on va passer par une histoire qui se passe entre des animaux, mais où il n'y a aucun gros sabot qui arrive en disant attention, je vais te raconter l'histoire de ça, et puis tu vas pouvoir en tirer telle ou telle morale. Les enfants sont très allergiques à ça, ils entendent de très très loin le bruit des gros sabots. Donc je me mets à leur place et je trouve que on n'a pas envie de les entendre. D'où est-ce que ça viendrait? Parce qu'effectivement, quand je pense au travail de Mélanie notamment, de Kitty Crotter, de Marine Schneider et de beaucoup d'autres, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime, de dévoiler, ou en tout cas d'exprimer ses propres peurs, ses propres envies, sa propre enfance, mais d'une manière, d'une universalité bouleversante. Ça, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose ici, mais alors... Mais parce qu'on s'octroie le droit de raconter des histoires, de les écrire, ce qui n'est peut-être pas le cas partout. Et donc, quand on parlait de formation aussi, c'est que beaucoup d'écoles, par exemple en France, sont plutôt des écoles d'art appliqué. Donc appliqué, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est appliqué à quelque chose. Et tandis que chez nous, l'illustration est rentrée... Enfin, l'illustration en France est plutôt du côté des arts appliqués, très rarement dans les écoles d'art. Et donc, moi, je vois énormément d'étudiants français arriver en me disant qu'on s'est moqué d'eux parce qu'on leur disait qu'ils faisaient des Mickey et des lapins. Enfin, bon, même s'ils n'en faisaient pas, on les considérait pas bien, en tout cas pour cette partie illustration. On fait des petites images en illustration, ça compte pas, c'est pas important. Donc quand ils étaient dans des écoles d'art, on est plutôt... Parce qu'en France, il y a peu d'options séparées, donc on fait du pluridisciplinaire. Et dès que les gens veulent aller plus vers l'illustration, on leur dit, écoutez, allez plutôt dans une autre école, dans une école d'art appliqué. Donc, ils ont peu un travail d'artiste et d'auteur. Tandis que chez nous, on a des écoles d'art où on met l'illustration dans une école d'art. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que le combat était gagné automatiquement et que même dans une école d'art, on considère toujours ceux qui ont l'air de vouloir faire de l'argent avec leur art, ça ne va pas marcher, ce n'est pas aussi bien. C'est moins bien vu, on va dire. Mais n'empêche qu'on a quand même gagné une place énorme à faire rentrer l'illustration dans une école d'art, parce que ça veut dire qu'on n'a pas des gens qui viennent parce que simplement ils savent un peu dessiner des lapins et des ours, ou des dinosaures peut-être, mais ils ont choisi le livre comme étant, que ce soit le livre jeunesse ou le livre adulte d'ailleurs, mais ils ont choisi le livre comme un support possible, un objet à part entière qu'ils vont pouvoir explorer, où il y aura l'écriture, l'image, le format, le papier, enfin plein de choses, et qui leur permettent d'avoir un univers et d'être de vrais créateurs. Le livre devient un moyen d'être créateur. Et ils se disent que, puisque tout ça c'est un ensemble, ils ne vont pas être non plus au service des autres.
Et donc le texte va pouvoir se mêler à l'image et à un moment on va pouvoir s'amuser à écrire quelque chose. Moi je revendique, par exemple pour les étudiants, la possibilité de ne pas travailler dans un schéma qui sera un schéma fixé en disant on écrit d'abord l'histoire et puis on découpe ça en petits morceaux, en petits chapitres et puis on fait un storyboard et puis on fait le projet, puis on fait la réalisation. Non, non, on peut commencer par faire des images. Et puis il y a du texte qui peut venir, et puis on peut faire des allers-retours. Chacun va à sa manière, procède à sa manière. C'est un vrai travail de création, et où les choses se complètent et s'imbriquent les unes dans les autres. Et tous les éléments du livre sont importants, et on va pouvoir jouer avec tous ces éléments-là. Un vrai travail de créateur, puisque ce sont des créateurs, ils mettent bien aussi en place à un moment ce qu'on appelle un univers un peu fort, quoi. C'est ça, voilà. Fanny Dreyer m'écrit qu'elle se sent plus à appartenir à une école, un enseignement qu'à un pays. J'ai étudié à l'académie, je crois que ça se sent, coucou Anne-Kévy, dans son mail. On allait chercher le sensible, les petites choses. J'étais pas mal inspirée par Anne Herbaut et les anciens. On dessinait beaucoup de fenêtres, de cafetières et des merles. Donc c'est pas moi qui ai imposé ça, hein, c'est eux. J'imagine. Oui. Mais là, c'est assez amusant. Enfin, on en revient à ce thème de pouvoir le faire, de dire ok, j'ai le droit de faire ça, mais je reviens à ce qu'on disait au début dans votre présentation, à l'une et à l'autre. Mélanie, vous êtes illustratrice sans avoir étudié l'illustration, et vous enseignez l'illustration sans illustrer. Ça aussi, ça fait partie d'un peu d'absurde, de surréalisme. Enfin, c'était aussi une question qu'on voulait aborder tout à l'heure. Et il y a le droit, quoi. Il y a tous les droits. Est-ce que c'est aussi une des pistes qui est de dire on fait ce qu'on veut? Parfois, on arrive à faire les choses sans le vouloir aussi. Hein. Moi, je n'ai pas décidé d'être prof. Hein. Donc, je ne voulais surtout pas être prof dans ma vie. J'avais des parents qui étaient profs, je ne voulais pas être prof. Donc, c'est peut-être un hasard. On m'a demandé si je voulais, j'ai dit oui. Et puis voilà. Et puis, ça fait 30 et j'ai bientôt fini. Donc, voilà. Est-ce que vous allez dessiner après? Je sais pas. On m'a demandé de faire des livres sur l'illustration. Je sais pas. On verra bien après. Mais c'est peut-être que ce qui faisait un peu un chemin dans tout ça, un peu comme je l'ai dit pour les écoles d'art et le livre m'avait toujours intéressé, par exemple. Je pense que chacun suit un chemin qui l'amène aussi petit à petit. On referme des portes au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire pour ça que ça devient étroit, que du contraire. Mais je suis arrivé, je lisais, et puis je lisais des textes, et puis je lisais beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait de la philologie romaine. Et puis ils m'ont dégoûté de la littérature en philologie romaine. Donc j'ai arrêté. Et puis je me suis dit que ce que j'aimais bien, c'était les images aussi. Et donc à un moment, j'ai tout voulu mettre ensemble. Et puis je me suis dit que moi, je n'avais pas grand-chose à raconter, mais que j'aimais bien mettre en musique tout ça. C'est pour ça que je suis devenu graphiste éditorial. Et puis je pense que je suis bon public pour lire les histoires des autres, même si je ne vois pas pourquoi je serais obligé d'en écrire pour demander aux autres d'en écrire. Je pense qu'au contraire, par exemple, de ce que j'ai constaté, en tout cas au niveau de l'enseignement, quand on fait... Exemple, Anne Herbaut, c'était venue remplacer mon assistante à un moment pendant 3 mois quand elle était enceinte, etc. Et c'était horrible. Elle ne serait pas fâchée de m'entendre dire ça parce qu'elle le sait, c'était horrible. Parce que je pense que quand on est auteur-illustrateur, on a tellement de choses en tête, tellement de préoccupations qui font que toute notre pensée est tournée vers ça. Et donc on a envie de tout métamorphoser en fonction de ce que l'on est occupé à vivre ou à penser ou à écrire. Et donc on voit dans le travail des autres, en fait, des parties de reflets de son propre travail, de ses propres questionnements. Et c'est difficile de faire une abstraction totale de ce que l'on a en tête pour lire et voir le travail de l'autre et le commenter et rentrer dans son travail. Et rentrer chaque fois dans des travaux différents. Moi, je peux le faire, parce que moi, j'ai rien en tête. Mais rien. Enfin, c'est vide. Et donc, ma tête, c'est une page blanche. Et chaque fois qu'un étudiant arrive avec un projet, j'ai une image qui arrive et je la regarde et je rentre dedans. Je rentre dans un nouvel univers. Donc, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire de bouquins ou ne pas être artiste. C'est toute la question de l'enseignement. On choisit... ça, c'est encore une autre question. Trop longue. C'est la même chose pour un éditeur ou une éditrice. Je suis aussi une page vide quand je regarde des images. Et j'ai fait des études d'art, mais je me suis aperçue assez vite. Il y a un type qui est rentré, il avait fait 2 ans de philo, et puis il est arrivé et il avait vraiment quelque chose à dire à une page blanche.
Et en fait, moi, j'étais une bonne technicienne, quoi, mais je me suis brutalement aperçue qu'en fait, je ne serai jamais créatrice. Donc il faut à ce moment-là savoir ce qu'on veut faire et porter les créations des autres. Moi, c'est ça qui m'a toujours plu. Mais je vois très bien ce que vous dites. Et dans l'accueil qu'on fait de tous ces univers, parce que chaque univers, c'est un être humain avec toutes ses complexités, avec son passé, avec ce qu'il a à dire. C'est ce qui, peut-être, moi, me touche justement dans ces différents auteurs belges. Je n'ai pas envie d'appeler ça une école belge, je serais incapable de soutenir une théorie là-dessus. Mais en tout cas, c'est cette espèce de brutale sincérité dans ce qui est là, et qui fait qu'immédiatement ça rentre en résonance avec moi, ce que je suis, et pourtant je vis toute autre vie que celui qui me montre ça. Non pas, surtout, qu'on me montre quelque chose qui me ressemble. Ce que j'aime, c'est justement la dissemblance. Ouais. Et je voulais encore dire aussi une chose, parce que vous parliez de l'amont, Anne, et donc de la formation. Et moi, je pourrais aussi dire que l'aval est peut-être aussi ce qui rend le travail d'illustration un peu différent en France. C'est qu'il y a un gros marché. Il y a la publicité, il y a la presse. Et il y a beaucoup de jeunes qui se forment pour très vite se mettre dans une sorte de moule qui leur permet de vendre de l'illustration, ce qui est aussi souvent leur seul moyen d'en vivre. Mais il y a du coup une sorte de préparation déjà pour pouvoir être digéré par ce marché-là. Et je pense spécialement au dessin de presse qui a rendu assez stérile la production d'un certain nombre d'illustrateurs qui avaient fait des choses beaucoup plus courageuses au début et puis qui se sont adaptés au marché. Donc en fait, le fait qu'il y ait un marché pour l'illustration, avec tout aussi le domaine de la mode, des enfants, les revues, tout ça, ça donne aussi une certaine... c'est un piège qui est tendu à des illustrateurs, je pense. Voilà. Est-ce que on ferait une petite pause lecture? Alors, c'est assez amusant. J'ai demandé à Mélanie et Anne si elles voulaient bien nous lire un petit quelque chose de leur choix. Alors, le fait, on avait la possibilité de dire non. Ah ouais? Ah, je l'ai pas. Ah ouais, toi tu as dit non. Et puis après, mais elle a forcé. choisi. Mais Oui. Anne, avec votre voix et tout ça, il n'y a aucun... Ça va être super. Mais on n'est pas obligé. Des vraiment. histoires d'horreur. C'est juste pour un peu rythmer, une histoire d'horreur avec plaisir. Oui, d'accord. Mais il n'y a aucune obligation. Et alors, Mélanie, qui n'aime pas spécialement l'exercice, a quand même choisi un petit texte de Toon Tellegen, donc pas du belge, mais illustré par Kitty Krauter. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu belge là-dedans. Oui, j'aime pas du tout raconter mes albums, c'est une horreur. Donc voilà, je préfère, mais j'aime beaucoup raconter les albums des autres, pas forcément en public, mais en tout cas lors de mes ateliers, de mes rencontres avec les enfants. Alors oui, l'anniversaire de l'écureuil, écrit par Toon Tellegen, qui est hollandais, illustré par Kitty Krauter, c'est vraiment un coup de cœur qui est là depuis toujours, qui est peut-être à l'origine de mon envie d'écrire et de dessiner des albums pour enfants. Et puis quand même, puisqu'il est question de belgitude, j'ai choisi un court texte qui s'appelle « Un peu de tout pour le rhinocéros ». Donc, puisque la Belgique est un peu de tout, je trouvais ce texte assez chouette. Donc il n'y a pas beaucoup d'images, mais je vous montrerai après. Ou alors peut-être juste celle-là. Tu vas le lire de mémoire ? Vous avez les personnages. Donc, un jour, le grillon ouvrit un magasin de listes, car la plupart des animaux ne savaient jamais que demander pour leur anniversaire. Derrière son comptoir, le grillon était assis sur sa chaise et attendait son premier client en se frottant les mains. Ce fut le rhinocéros qui avait son anniversaire la semaine suivante et ne savait pas ce qu'il avait envie de recevoir. « Ah ah !» dit le grillon. Il prit un bout de papier et écrivit « Liste du rhinocéros ».
Puis il quitta son comptoir, fit plusieurs fois le tour du rhinocéros, marmonna quelque chose, lui souleva l'oreille, en inspecta l'arrière et retourna à sa place. Il inscrivit sur la liste un gâteau aux herbes. « Un gâteau aux herbes ?» demanda le rhinocéros. « Oui, dit le grillon, c'est moi qui te l'offre, avec de l'herbe rugueuse, des boutons d'or et du trèfle doux. »« D'accord, dit le rhinocéros, et quelques chardons aussi, s'il te plaît. » Le grillon réfléchit profondément et pendant très longtemps, puis il plissa les yeux, se racla la gorge et écrivit à la suite de gâteau aux herbes un peu de tout. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonna le rhinocéros. « Tu ne sais pas ?» demanda le grillon. « Non, répondit le rhinocéros. « Alors c'est parfait, dit le grillon, car tu ne peux pas le savoir. C'est pour ça que ça s'appelle un peu de tout. » Il allait et venait en faisant de tels bonds de joie que son veston flottait autour de son corps. Le rhinocéros emporta sa liste et la montra à tout le monde, après avoir rayé le gâteau aux herbes puisqu'il allait le recevoir. Et 1 semaine plus tard, le jour de son anniversaire, il reçut un gâteau aux herbes et aux chardons de la part du grillon et un peu de tout de la part des autres animaux, ce qui lui fit très plaisir. Merci beaucoup. Un rhinocéros et un grillon par Kitty Crotter, donc à l'illustration. J'aimerais bien continuer un tout petit peu avec vous, Mélanie. On a abordé une autre piste, ou alors qui serait une spécificité belge, a priori, qui serait que entre le dessin et le texte, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et que on trouve dans cette production des albums incroyables dans lesquels parfois les images disent plus que le texte, et l'inverse. Moi, je voulais vous interroger un peu sur votre processus de création. De quelle manière on écrit et on dessine et on écrit? Oui, je crois que ce processus, il est un peu propre à chacun. Dans mon cas, ça commence vraiment par d'abord des idées assez floues, en fait, le plus souvent autour d'une émotion, d'un ressenti, peut-être une petite problématique, mais quelque chose d'assez vague. Ensuite, je recherche les personnages qui vont porter, vivre en tout cas ces émotions. Et donc, je vais beaucoup les dessiner, essayer de d'abord chercher quel type de personnage, et une fois que je vois un peu quel personnage j'aimerais développer, le fait de dessiner énormément ce personnage, ça l'étoffe et ça m'amène aussi des idées en fait, d'histoire. C'est l'aller-retour en fait est assez constant en fait entre l'écriture et le dessin. Donc le dessin en fait nourrit fort l'écriture, et après dans un deuxième temps c'est l'écriture qui va nourrir le dessin. Donc voilà, une fois que j'ai une série d'idées, quelques personnages bien ancrés, que je mets en place une technique aussi qui soit en répondant avec l'histoire qui est en train de se dessiner, mais souvent c'est vraiment des petits fragments d'histoire. J'écris beaucoup sous forme de fragments, pas de façon linéaire. Une fois que j'ai aussi cette technique, le format, que je me suis posé des questions d'ordre assez formel en fait autour de l'album. Donc je commence à faire les premières images, et c'est vraiment au moment en travaillant que le fil se dénoue en fait et se déroule un peu comme une petite pelote comme ça, vraiment serrée, et qui se dénoue en regard des personnages en fait, qui s'étoffent et qui ont aussi une propre une identité, une personnalité, une épaisseur qui fait que oui, ils vont réagir comme ça, et le récit va prendre cette forme-là, quoi. Anne, par rapport à ce que dit Mélanie, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est quand même une des spécificités du cursus que vous proposez, ce travail du récit et de l'intime qui viendrait nourrir une histoire qu'on propose.
Oui, comme je disais, c'est pas d'arriver avec des sujets, mais plutôt d'arriver avec des histoires. Et bon, c'est assez compliqué parce que très souvent, quand les étudiants annoncent quelque chose, ils le font un peu comme Christine le disait, c'est j'ai envie de faire une histoire qui raconterait ça. Je préfère d'abord avoir l'histoire. C'est vrai qu'on n'écoute pas beaucoup ça, mais par contre, on adore écouter des histoires. Il faut qu'on rentre dedans. Et oui, comme je disais, c'est des morceaux. Parfois, c'est des petits morceaux. Je suis parfois très étonné d'ailleurs que des étudiants qui arrivent dans des écoles d'art, où quand même la partie de la représentation, de l'image, etc., est quand même importante, s'acharnent à vouloir écrire absolument un texte pour commencer. Et veulent peaufiner ce texte, mais à mort, avant d'entamer les images. Alors que on peut très bien avoir une idée d'image en tête, et puis faire cette image, et puis on va voir ce qu'il y avait avant celle-là, et puis après celle-là. On va faire un petit trajet entre ces images-là et inventer quelque chose. Donc faire les allers-retours, l'image va raconter quelque chose, et on peut embrayer sur l'image, mais ça veut dire qu'on voyage à l'aveugle hein, quand on fait ça. Donc c'est la manière de travailler que moi j'aime bien, parce que je pense que c'est la plus juste possible. C'est la seule manière d'arriver à avoir vraiment des projets intéressants et particuliers. Mais d'un autre côté, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que les gens peuvent se perdre aussi pendant un moment. C'est admettre qu'il y a tout un travail de recherche. Ça n'est pas prévoir le travail en disant je vais écrire ça et puis je vais faire ça et puis je vais faire ça. Et je sais déjà ce qui va se passer après. Non, c'est peut-être commencer quelque chose, faire 2-3 images et de se dire finalement j'ai mis ça comme personnage important, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse parce qu'il y en a un autre qui est arrivé par hasard et c'est celui-là en fait dont j'ai envie de parler. Et donc on a peut-être fait 3-4 images pour des prunes. Et peut-être qu'il faut recommencer à écrire, mais moi je trouve ça plus intéressant. Mais ça veut dire qu'il faut un peu tâtonner, un peu aller un peu à l'aveugle parfois. Et du coup, avec les étudiants, je travaille avec très peu d'étudiants, donc c'est 10 étudiants par année. Parfois, quand je me laisse faire, c'est 12, mais bon, j'aime pas. Donc une dizaine, et il faut pouvoir parler, en fait, raconter, dire ce qu'on a voulu mettre dans l'image. Parce que parfois, on fait des images sans se rendre compte de tout ce qu'on est occupé à mettre dans cette image. Parfois, les gens disent « Tiens, j'ai voulu dire ça », et on se rend compte en analysant l'image avec eux qu'ils disent exactement le contraire. Donc, il faut en parler, il faut parler du texte, de ce qui se déroule dans l'image, de ce qui se déroule dans le texte, comment ça se joue entre les deux. Là, il y a quand même... C'est étrange de commencer d'abord par écrire du texte, parce que ça voudrait dire que le texte suffirait à lui-même. Si on imagine qu'il y a un jeu entre l'image et le texte, ça me semble normal de jouer tout le temps entre les deux et de travailler les deux simultanément. Ou sinon, il faut déjà avoir une vision très prospective, de se dire, j'ai écrit un texte, mais je ne dis pas ça dans le texte parce que ça sera dans les images. C'est compliqué de faire ça. Parce que sinon, on ne se laisse pas aller au texte. Donc, il y a des moments où il faut essayer de compléter l'un et l'autre en travaillant, à mon avis, simultanément. Mais cette question de cette angoisse, faire un texte aussi en général, quand on fait le texte trop vite et qu'il est trop précis, trop complet, on ne sait plus où on va se placer au niveau de l'image. On ne sait plus ce qu'on va vouloir faire dans les images parce qu'on a déjà tout dit dans le texte. Et ça, c'est la grande question qui a déjà été soulevée, qui a été soulevée très tôt, parce que mettre des mots avec des images de manière intéressante, c'est pas si récent que ça. C'est quand même neuf, cette histoire de l'illustration. Et donc, on a quand même eu des tas d'auteurs et qui étaient des critiques, des gens comme Baudelaire, par exemple, qui ont assassiné certains illustrateurs, comme Granville notamment, en disant que c'était des gens qui ajoutaient des phylactères qui ne voulaient plus rien dire, qui confondaient la littérature et l'image et qu'il fallait que chacun reste à sa place. Donc, ça voulait dire qu'il fallait mieux pas mettre du texte dans l'image, elle devait suffire à elle-même et le texte ne devait pas envahir les images. Donc, le texte restait la chose la plus importante, la priorité. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même la révolution de l'album jeunesse, ça a été ça. Ça a été de dire que le mot et l'image tenaient ensemble et avaient la même force et la même importance. Donc, c'est un jeu qui est à chaque fois renouvelé, quoi. Hein. Oui, il y a un sujet, alors on s'éloigne de la belgitude, là, mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas du tout soulevé encore, c'est la place unique qu'occupe l'auteur-illustrateur. Nous, chez Mémo, on a édité
majoritairement des auteurs-illustrateurs, parce que c'est justement cet cheminement qui s'en va avec 2 jambes et non pas une seule. Et majoritairement, dans l'édition jeunesse, on a des gens qui... Alors moi, j'ai jamais été une bonne marieuse, mais des gens qui ont donc... qui reçoivent des textes, qui sélectionnent des textes, et puis ils ont une sorte de vivier d'illustrateurs dans lequel ils choisissent du coup qui va illustrer, qui va être l'heureux élu qui va illustrer ça. Et on a cette chose du coup qui s'en va comme ça au lieu de cheminer ensemble. Et alors que parfois en général, ils ne se rencontrent pas non plus. parfois ils ne se rencontrent même pas. Ça peut arriver. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le cauchemar de l'éditeur ou de l'éditrice, c'est les couples qui arrivent déjà tout faits. Et moi, c'est ce que j'ai édité et que j'ai aimé, c'est des gens qui avaient travaillé ensemble. Parce que du coup, à 2, ils arrivent à recréer l'auteur et l'illustrateur en travaillant ensemble. Bon, ça passe ou ça casse. Il y a quelquefois de bons textes qui sont accompagnés d'illustrations qui sont vraiment pas extraordinaires. Donc, quelquefois... Mais moi, j'ai jamais dit à quelqu'un, par contre, ben non, je prends le texte, mais je vais par contre trouver un autre illustrateur. Soit je prends l'ensemble, soit je prends pas, parce que je me dis, bon, ben voilà, c'est un couple qui s'est formé. J'ai pas envie que les gens ensuite finissent par se détester, parce que j'imagine que ça doit laisser des traces dans des amitiés. Et en tout cas, cette notion de l'auteur-illustrateur ou de l'autrice-illustratrice, c'est quelque chose de vraiment particulier. Alors, est-ce qu'en Belgique, il y a plus ou moins ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que là encore, l'aval, qui est assez favorable malgré tout du marché français, peut favoriser cette notion des textes pour lequel ensuite après les éditeurs démiurgent, vont ensuite chercher l'illustration qui va convenir au texte. Et finalement, moi c'est un pouvoir que j'ai pas envie d'avoir. Moi j'ai envie d'être confronté à quelque chose qui arrive. Ça peut être pâteau quelquefois, on peut cheminer avec les auteurs et illustrateurs, on peut trouver quelque chose de différent. Et en tout cas, quelque chose qui met encore mieux en valeur le travail et le projet de base. Mais ce rôle de grand orchestrateur ou grande orchestratrice de destin, ça c'est quelque chose qui me convient pas du tout. Je pense que de toute façon, je ne saurais pas faire. Et d'ailleurs, on ne sait vraiment pas faire, parce que ça nous est arrivé de le faire et c'était compliqué, c'était beaucoup plus compliqué, c'était pas notre métier, quoi. Moins. Ou alors pour des choses qui sont imposées comme ça, comme Kitty Crotter, comme Beck avec Morvan, qui est devenue autrice, alors qu'elle a extrapolé à partir d'un conte russe, enfin de plusieurs. Voilà. Peut-être qu'en Belgique, alors voilà, y a-t-il plus d'auteurs-illustrateurs plutôt que seulement illustrateurs de textes déjà conçus ? Question ? Oui, moi je pense qu'il y en a plus qui sortent de chez nous. Parce on que tient peut-être quelque chose là. Les formations sont axées sur ça, je pense. Et il y a de plus en plus aussi d'éditeurs qui trouvent que les meilleurs livres sont faits par des auteurs-illustrateurs. Ce qui n'était pas vrai au début où je donnais ce cours, où je défendais ça depuis le début, parce que moi j'étais entre les deux, et donc j'aimais bien qu'on fasse quelque chose où tout était réuni, puisque moi je ne savais pas le faire, j'aimais bien que d'autres le fassent. Je sais qu'il y a plein d'éditeurs qui disaient « Oh là là, mais ça c'est pas bien, parce que c'est des métiers différents. Hein. » Il y a ceux qui dessinent et puis il y a ceux qui écrivent. Mais maintenant, la roue a tourné. Maintenant, il y en a pas mal qui trouvent que c'est mieux. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça, on en parlait d'une hiérarchisation qui n'existe pas entre l'écriture et le dessin. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi ouvrir ? Enfin, on parlait de gravure, de sculpture, tout à l'heure, tout ensemble, mais par rapport à Kitty Crotter ou d'autres disciplines, la photographie, est-ce que c'est pas aussi que en tout cas ces artistes, auteurs, illustrateurs peuvent aussi assez facilement flirter vers d'autres disciplines. Il n'y a pas de fermeture, comme on disait, et d'hierarchisation envers d'autres disciplines qui font qu'on a affaire à des artistes curieux, complets, qui effectivement à la base ont quelque chose à dire et qui ils vont de toute façon le dire d'une manière ou d'une autre. Mais on n'apprend pas on n'apprend pas des techniques
en illustration. Donc, il y a des tonnes de manières de travailler. Donc, on apprend plutôt à être auteur-illustrateur. Donc, certains vont pouvoir, je ne sais pas, travailler l'acrylique, la gouache, le crayon de couleur, le marqueur, la broderie, la 3D, enfin, tout ce qu'on veut, la photo. Tout est possible. La gravure, puisque j'en ai une là qui fait de la gravure. Mais tout est possible. Donc, on peut pas... C'est pas... Je veux dire, l'illustration n'est pas liée à une technique. L'illustration, elle n'existe que dans la question du rapport du texte et de l'image. Et donc chaque étudiant est libre d'utiliser toutes les techniques qu'il veut utiliser, pour autant qu'elles servent le mieux possible ce qu'il a à dire et à raconter. Et donc l'histoire est en fait au centre. Voilà. Donc il peut utiliser des tas d'autres moyens, ce qui ne sera pas le cas des écoles d'art appliquées, où là on va apprendre une technique et ils vont rester dans cette technique-là. Nous on fonctionne pas comme ça. Donc, évidemment, les manières d'arriver ne sont pas les mêmes. Mais sans doute, c'est pour ça que j'allais un petit peu arriver tout doucement vers un dernier petit chapitre, entre guillemets, plutôt amusant, parce que j'ai demandé à nos quelques autrices et notre éditrice, j'ai posé quelques questions aussi à Odile Josselin, qui est l'éditrice de chez Pastel, et en fait, je leur ai demandé de me donner... alors chacune 2 adjectifs qui... les feuilles partout. Je ne trouve pas la bonne, mais 2 adjectifs qui, non, je n'ai toujours pas celle-là, qui définiraient pour elle cette... Bah ouais, non, je ne sais plus. Bref, j'ai une petite liste, comme vous l'aurez compris, d'adjectifs quelque part, et je vais la retrouver parce qu'elle est là. Et en fait, j'avais envie de vous faire réagir là-dessus, parce que notamment dans l'eau, il y en a une qu'on a abordée avec Christine. Voilà, tous ces adjectifs. Gris, froid comme la mer du Nord, mélancolique, nostalgique, surréaliste, blanc, sensible, singulier, désarmant, pas forcément immédiat ni dans la séduction, diversité, personnelle. Voilà un petit peu la liste de... Alors, on est autant sur le fond que sur la forme, hein. On a un peu fait le tour de pas mal de choses. Et je trouve que, voilà, on y est pas mal allé. Blanc, c'est Fanny Dreyer qui disait que tout sort du blanc de la page dans les albums belges. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Sur la page blanche, tout est possible. Voilà, à nouveau, c'est ça. Et sur l'histoire du surréalisme. Je sais que Christine, ça vous titille un peu. Oui, mais moi, j'ai pas envie de parler de ce que je connais pas. Déjà, j'ai du boulot pour parler de ce que je connais. Et le surréalisme, déjà, il y a une expression souvent quand les gens trouvent un truc étonnant, ils disent c'est surréaliste. Ben non, c'est pas surréaliste, c'est juste étonnant, quoi. Donc, j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus. Je me suis juste posé la question de savoir est-ce que ce pays qui a vu naître comme ça des auteurs un peu, alors à part, ou pas forcément à part, mais en tout cas qui ne sont pas rentrés exactement dans les cases, comme tu le disais tout à l'heure, de Magritte qui arrive chez Breton et qui se fait jeter parce qu'il mélange le texte et les images. Donc en fait, ces gens un peu irréductibles, quoi. Les irréductibles ne sont pas gaulois, en fait, ils sont belges. Mais on a parlé de rebelges, en fait. Vous êtes des rebelges. C'est ça. Hein, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ouais. Voilà, en fait, peut-être que voilà, on est dans le dans le vortex. Voilà. En tout cas, le surréalisme, quelqu'un de compétent pourrait se pencher sur les liens entre le surréalisme et la production des auteurs illustrateurs belges, mais ce ne sera pas moi. Mais sans vouloir faire, parce que c'est vrai que moi-même je me sentirais capable de faire un cours sur le surréalisme, mais c'est vrai, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui était un peu particulier avec Magritte, c'est que tout d'un coup, dans La trahison des images, ce petit livre qui est assez merveilleux, il met quand même en rapport le fait que l'image dit et le mot dit aussi, et que tous les deux, ils ont le même statut, en fait, on peut les mettre ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un truc un peu particulier, que quand tout d'un coup, il se dit que la Belgique, bon, c'est bien, mais qu'il va aller rejoindre tous ses petits camarades surréalistes à Paris,
Là, quand il arrive, on se moque un peu de lui parce qu'on trouve que sa femme présente pas très très bien, enfin bon, etc. Elle a l'air un peu godiche, et puis que sa femme le suit partout. Et puis en plus, il met des images à côté des mots. Et ben ça, ils aiment pas du tout. Donc Breton et toute la bande des surréalistes furieux français trouvent qu'on va pas déconner. Et que le mot et le texte et la littérature sont plus importants et ont la priorité sur l'image. Et Magritte, il est revenu chez nous. Et 10 ans avant, il aurait fallu qu'il rencontre plutôt Dada. ça n'a pas marché. On pouvait faire du surréalisme en image, donc Magritte avait été fort influencé par De Chirico. Et il y avait une forme d'image qui correspondait à ce qu'il voulait aussi. Mais les deux ensemble, ça, c'était pas jouable. Mais ça, c'est assez français, ce truc-là. Nous, normalement, on ne peut pas. Hein. Voilà. Ouais, ce sera ça la punchline finalement. Est-ce que parmi ces petits adjectifs, Mélanie, une petite réaction? J'ai déjà oublié les adjectifs, donc je ne sais pas. Par rapport au surréalisme, pas grand-chose à rajouter. Je déteste Magritte, donc vraiment. Mais voilà, je le vois trop. Enfin bon, c'est tellement. Moi aussi, je détestais avant de lire le livre sur la trahison des images. Là, je me suis dit, en fait, il est quand même malin. Lui, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a écrit. Ah oui. Oui, Bon. oui, ça vaut la peine. C'est assez amusant même. Chouette, je note. Eh bien. Non, mais c'est parce qu'on a vu trop de parapluies, et des sacs, et des plumiers, et des cartables. C'est devenu tellement un symbole de la Belgique que vraiment, on est totalement gavé. Mais c'est vrai que rappeler qu'il mêlait les mots, les images, oui, c'est super intéressant, évidemment. Oui. C'est chouette de se le rappeler. Moi, je voulais juste vous dire que tout à l'heure, Mélanie, mais elle ne va pas vouloir les montrer, m'a montré des premières pistes pour un album, enfin un livre, je ne peux même pas dire le mot album, un livre illustré qu'elle prépare pour l'an prochain. Et effectivement, ce qu'elle m'a montré, ce sont des pistes, des dessins, et chaque image racontait déjà son histoire. Donc tout à l'heure, on a regardé les premières images qu'elle a créées pour ce livre, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette façon de faire qui est à la fois humble et qui est à l'écoute de ton cœur ou de ton inspiration. Et c'est pas un pitch, c'est pas... Moi, alors justement, j'ai quelquefois le réflexe un peu à la con de dire « Ah mais alors, ça parle de quoi ?» Mais Mélanie, elle me dit « Mais pour l'instant, regarde les images, celui-là, est-ce que tu aimes bien ce personnage ?» Pour l'instant, il y a 3 singes sur une feuille, mais avec beaucoup d'ambition quand même. Je peux vous les montrer. Hein, c'est pas... alors là, c'est vraiment formidable. C'est des on rentre dans les études de personnages. Ça serait génial. C'est rien de très... Ah, je pensais pas que tu serais d'accord. Est-ce que les images disent quelque chose? Monter un peu peut-être. Je vous laisse le Donc voilà quelques gibbons qui peut-être... tu la mettre par-dessus. Peut-être poursuivront leur route ou pas, enfin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 premières pages d'un futur album, peut-être. Mais sinon, ce petit personnage de goutte d'eau est pas mal aussi, très prometteur, n'est-ce pas, cette petite tâche? On verra. Mais ça, par exemple, en les regardant, c'est vrai que les personnages sont particulièrement vivants et expressifs. Et ça me fait penser à un texte de Elżbieta qui avait écrit L'enfance de l'art. Et c'était vraiment... je trouve qu'il y avait plein de choses qui étaient intéressantes dans ce bouquin. Elle disait qu'en fait, elle ne voulait pas... Elle voulait que ces personnages aient une vie à eux, une vraie personnalité. Et donc, elle ne voulait pas les utiliser comme des outils, comme si c'était des marionnettes. Et donc, c'était important de leur donner un nom assez rapidement, parce que tout d'un coup, ils prenaient une consistance. De les faire vivre, mais pas d'essayer de les faire bouger en disant, toi, maintenant, tu vas aller là, et tu vas faire ça, et tu vas dire ça, et puis tu vas faire telle action. C'est un peu rester un peu à l'écart et regarder le personnage, le mettre dans des tas de situations différentes, lui faire des tas de choses, comme s'il échappait un petit peu à ce qu'on voulait lui faire faire. Donc il prend consistance, il prend vie,
Et à ce moment-là, peut-être que l'histoire se dessine un peu plus. Et ça veut dire aussi que les personnages vont finir, à un moment, par faire des choses qu'on n'attendait pas d'eux, des petites surprises. Et c'est ça qui crée les petits accidents ou des petites choses intéressantes ou étonnantes dans un livre. Et je pense que ça, c'est la seule bonne manière de fonctionner. C'est d'être avec des personnages qu'on a créés, et puis au bout d'un moment, on s'écarte un petit peu des personnages, ils ont pris vie, on les regarde s'activer, on les croque pendant qu'ils s'activent, mais ils prennent consistance, tout seuls, sans qu'on les dirige. Voilà. Et je pense que ça, c'est le personnage qui commence à vivre. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Oui. On laisse les portes ouvertes. Magnifique, merci beaucoup. Et l'enfance de l'art de Elżbieta, à lire ou à relire. Oui, c'est vieux. Hein. Ouais, c'est vieux, Ouais. ouais, c'est beau. Ça, vieux, je sais pas si c'est vieux. Est-ce que parmi vous, certains ont envie de poser quelques questions à Mélanie, Christine et Anne? Non. Il y a un micro dans la salle. Ils sont raplatis. Allez-y, un premier se lance et puis après les autres viennent. On n'est pas obligé non plus. Non, hein. on n'est pas obligé. Ouais. Ah, voilà. Bah, ici. Bah, je sais pas s'il y a besoin d'un micro. Ah ouais. Sinon, vas-y comme ça. Voilà, on a parlé beaucoup d'enseignement, effectivement, d'auteurs, d'autrices qui sont donc une seule personne, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que dans l'édition, aujourd'hui, on a pratiquement que des auteurs, autrices qui sortent d'écoles d'art? Est-ce qu'on a moins en moins d'autodidactes? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Parce qu'effectivement, Mélanie, Sophie l'a présenté comme autodidacte, et j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement abordé cette question-là de l'affiliation, en tout cas du lien entre les écoles et les auteurs aujourd'hui édités. C'est quoi les profils aujourd'hui? C'est dur de répondre à cette question parce que je pense que quelqu'un peut être l'auteur, l'artiste d'une création absolument incontestable. Et je pense que malgré tout, comme tout travail, quand j'entends parler Anne, je me dis que beaucoup d'illustrateurs auraient rêvé de pouvoir entendre ces choses-là, parce que c'est dit de façon très compréhensible et ça ne s'appesantit pas sur des techniques seulement. Donc je pense qu'effectivement, quelqu'un qui vient et qui est guidé pour écouter d'abord ce qu'il a dans les tripes, mais qui ensuite a besoin aussi de pratique, et puis des regards de ses condisciples, puisque tu parlais tout à l'heure du fait que tes étudiants travaillent les uns avec les autres, ou en tout cas regardent ce que font les autres. C'est plus exigeant, plus difficile de faire ça en même temps qu'on fait des études informatiques, mais il y a un vétérinaire dont j'ai vu les dessins tout à l'heure qui m'ont tout à fait scotché et que j'ai beaucoup aimé. Et donc on peut aussi, à un moment donné, sans doute, tirer quelque chose sans être passé par la case école d'art. Maintenant... ouais, je pense que ça donne beaucoup de confiance et puis parce que c'est quand même un métier compliqué dans lequel on gagne pas beaucoup sa vie. Donc il faut aussi savoir surmonter la déception, parce que j'ai connu aussi des auteurs illustratrices qui ont complètement arrêté ce qu'elles faisaient auparavant parce qu'elles ont été à un moment donné aussi, c'était trop loin de ce qu'elles avaient rêvé pouvoir faire. Je crois que quand on est dans une école, peut-être que la chose la plus importante qu'on apprend, c'est qu'il va falloir s'accrocher et puis laisser vraiment de l'espace à son désir de faire ce qu'on fait. Et on est plus fragile peut-être quand on n'est pas passé par ce moule-là. Ceci dit, il y a quelquefois des moules qui vous broient, hein. Il y a aussi des moules très qui arrivent à la chose inverse. Moi, je pense que Anne, peut-être tu peux mieux répondre à ça. Parce que tu as vu sans doute des gens arriver sans formation et tu en as vu arriver peut-être avec déjà des formations préalables, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui arrivent en ayant déjà fait autre chose avant. Donc,
je sais pas, des gens en première, j'ai quelqu'un qui a déjà une licence en lettres, une autre une licence en philo, enfin, etc. Donc ils ont d'autres parcours. On dirait que souvent c'est des gens un peu comme moi, comme j'en parlais tout à l'heure, qui ont fait un petit chemin et puis qui tout d'un coup ont resserré un petit peu leurs intérêts et ont décidé d'entamer un parcours en illustration. Je pense qu'il y a beaucoup... Oui, il y a encore des autodidactes, bien évidemment. Tout le monde... je me rappelle d'un jury à Montreuil, quand il faisait encore le concours de Montreuil, où un de mes boulots favoris là, dans ce qu'on avait regardé, c'était quand même quelqu'un qui venait du monde du théâtre et qui était tout à fait autodidacte, qui n'avait jamais rien fait, et qui, après, a produit 2-3 livres par la suite, enfin 2-3, même un peu plus. Mais il avait envie de raconter des choses. Il y avait une envie qui était tellement forte, tellement prenante, que finalement, la technique, la manière de faire, n'avait pas trop d'importance. Souvent, les gens sont angoissés en se disant « Oui, mais je ne sais pas dessiner. Je sais pas dessiner. » Moi, mon boulot, c'est un peu de rassurer, de dire « En fait, tout le monde sait dessiner. Il suffit de s'y mettre et puis c'est bon. » Il n'y a pas... La question du don n'existe pas. Moi, j'ai pour ainsi dire jamais vu personne de doué. J'ai vu juste des gens qui bossaient beaucoup plus que d'autres, ça c'est clair. Mais enfin, peut-être que le don, c'est une question de chance. C'est d'avoir été parfois dans un milieu qui a permis d'aller voir beaucoup d'expos, d'être peut-être dans un milieu où il y avait beaucoup de livres qu'on pouvait regarder, etc. Ça, c'est une chance, mais c'est pas du don, hein, c'est une chance. Et on peut rattraper tout ça, on peut rattraper tous ces retards-là en faisant toutes les choses soi-même. Mais quand on est occupé à autre chose, à gagner sa vie, etc., se dire qu'on va en plus s'interroger sur le dessin, pratiquer non-stop, etc., il faut déjà avoir une volonté du tonnerre pour tenir la route comme ça. Et oui, il y en a pas énormément. Donc, quand on regarde les grands concours comme Bologne, par exemple, où là, il y a eu aussi récemment, là, ça sort là maintenant, je pense, le concours de Francfort, où il y a une série de unpublished books, hein, où on propose des livres non édités. Moi, j'ai un petit côté un peu très enfantin. Quand il y a des concours comme ça, je regarde et je me dis il y en a autant qui sortent de chez moi, c'est bien. Et puis après, je regarde, je me dis il y en a combien d'autres Belges? Est-ce qu'on est bien placé par rapport aux Belges? Donc, je regarde les écoles quand je fais ça. Et je regarde de quels endroits les gens viennent, quand ils viennent de France, de quelles écoles, etc. Eh ben, il n'y a, pour ainsi dire, jamais d'autodidactes. C'est tous des gens qui sont dans un parcours scolaire, chez nous ou ailleurs, hein, mais qui sont dans un parcours scolaire. Donc oui, je pense qu'il y a plus de gens qui rentrent dans ces formations-là, surtout qu'actuellement, il y en a plus qu'avant. Avant, c'était quand même un peu plus limité. Mais rien n'empêche. Et on peut aussi avoir un parcours qui n'est pas directement lié à l'illustration. Par exemple, Mélodie qui a fait la photo, je pense qu'il y a des parcours qui mènent à ça doucement. Oui, ouais. c'est ça. Ça dépend de quoi on parle quand on dit autodidacte. Moi, j'ai quand même eu une formation de 3 ans en photographie. Ça aide à avoir un regard, à comprendre les lumières, les ombres, tout ça. Mais donc, j'aurais tendance à dire qu'on peut vraiment se passer d'une école, en fait. Moi, pour écrire, illustrer les albums jeunesse, je pense que c'est faisable. On l'ai fait en partie grâce à des très chouettes rencontres et des chouettes ateliers aussi que j'ai pu mener avec d'autres auteurs-illustrateurs en tant qu'élève. Oui, un truc à dépasser, le je ne sais pas dessiner et surtout je ne sais pas écrire, ce qui était tout à fait mon cas. Mais normalement, tu peux pas. Ouais, je sais que je peux pas, mais en fait, je sais que je peux pas. Je ne peux pas écrire. Je ne ferai que écrire, c'est une catastrophe. Je ne fais que dessiner, je fais ça très mal. Je sais pas illustrer les textes des autres. Mon truc, c'est vraiment entre les deux, dans ce petit espace, ce petit jeu entre le texte et l'image. Et je pense que ça, c'est un espace qui est ouvert à tous, en fait. Finalement, c'est une question de volonté, c'est ça. C'est de se dire, je veux le faire et je vais me donner les moyens de le faire. Et quand on est tout seul, c'est difficile de se donner les moyens. Il y a moyen. Bien sûr, on sait y arriver, mais ça demande une dose de volonté, d'acharnement quand même un peu complexe. Donc, ouais, il y a moyen tout seul. Et c'est vrai aussi, comme le disait Christine, parfois il y a des enseignements qui démolissent des étudiants. J'en ai eu que j'ai démoli, qui sont venus me le dire. Oui. J'en ai d'autres qui n'arrêtent pas de parler de moi, et puis j'en ai d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient souffert et que je les avais empêchés de faire. Donc oui, c'est pas nécessairement gagné chaque fois, quoi. Hein, oui.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ouais. Pendant que vous débattiez, j'essaie de noter mes caractéristiques de ce qui serait belge, quoi, hein. Puis alors je me disais que dans le fond, dans la comparaison, par exemple Belgique-France, ce qui intervient beaucoup, ce sont les institutions d'apprentissage, hein. Mais alors, maintenant je me demande même si cette question d'une école belge, dans le fond, si ce n'est pas une question qui est complètement anachronique, quoi. Si ce n'est pas une question qui est complètement dépassée. Parce que j'ai l'impression que... Enfin, quand je vois ce qui est devant moi, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'image, hein, mais j'ai l'impression que... je me demande plutôt si on n'est pas dans un imaginaire maintenant qui excède complètement les frontières, hein, qui va bien au-delà, quoi. On est dans de la civilisation, de la mondialisation. Alors, est-ce que... Bon, c'est toujours intéressant d'entendre ce qui a été dit, hein, mais dans le fond, est-ce qu'on n'a pas posé les questions dans un langage qui est dépassé? Parce que... Oui, parce que je me demande, a fortiori dans cette littérature pour jeunesse, si ce qui est visé n'est pas un au-delà du territoire. Vous voyez, une ouverture à quelque chose de beaucoup plus vaste. Il serait le fantastique. Bon, voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire. Mais c'est tout à fait vrai. Ce que racontent ces albums, c'est pas belge. Non, la façon dont travaillent les auteurs-illustrateurs belges pour la littérature illustrée pour la jeunesse, et peut-être surtout, on parle de mondialisation, oui, mais malgré tout, il y a un écosystème économique en France qui est différent de la Belgique. Il y a ce dont on parlait tout à l'heure, ces débouchés vers la publicité ou vers la presse ont tendance à polariser des illustrateurs vers des choses qui sont souvent plus normées. Peut-être que le fait de ne pas avoir le même accès ou avoir moins d'accès ici en Belgique a peut-être produit quelque chose de moins normé. Ou alors est-ce que c'est qu'une question d'école ? Je ne sais pas, parce que je suis exactement dans la même question que vous. Quand on a commencé à en parler, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est plus belge que par exemple japonais ou coréen? Mais par exemple, je pourrais le dire même avec la mondialisation. J'ai beaucoup travaillé avec des artistes coréennes en premières éditions. Il y a une des constantes dans les narrations qui sont vraiment particulières à ce pays. Un pays coupé en deux avec l'histoire toute une sorte d'imminence du drame. Et il y a quelque chose. Pourtant, je suis plutôt de l'école de nous sommes citoyens du monde. Je ne suis pas du tout nationaliste, mais c'est de toute façon intéressant justement de se poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la littérature, dans la politique ou dans l'éducation qui fait que ces livres-là ont quelque chose d'un peu plus... Je ne sais pas, je vais avoir du mal à trouver l'adjectif, mais quelque chose d'immédiat qui fait appel immédiatement à un partage d'émotions qui tient aussi à l'universel et qui se cantonne moins dans des modes ou dans des schémas plus brillants, plus... Moi j'ai des noms à citer, mais je ne les citerai pas, de gens qui font des choses très graphiques, très belles, complètement creuses. Voilà. Et je trouve que souvent, c'est dans cette production belge, il y a moins ce travers-là. Je peux dire. Et puis, on l'avait promis, hein, on n'a pas de vraie réponse. On a quelques pistes. C'était surtout un prétexte,
finalement pour s'interroger sur comment ça marche, la création de littérature illustrée en Belgique. Et en tout cas, on a pu s'attarder sur des artistes assez incroyables et des phénomènes que de toute façon on constate. Donc on vous remercie beaucoup, toutes les trois. Et en fait, pour terminer, nos copines là, qui m'ont répondu par mail, la troisième question que je leur ai posée, c'est donne-moi ton album belge qui te fait rêver, qui t'inspire. Alors, il n'y en a aucune qui a su me donner le nom d'un album, mais elles ont toutes cité un auteur ou une autrice. Fanny Dreyer a cité Elisabeth Ivanovsky. Kitty Krauter a cité Gabriel Vincent et Marine Schneider a cité Anne Brouillard, dont nous avons ici les magnifiques îles des Chinthiens. Du coup, j'ai envie, toutes les trois, alors pas de nous dire votre album préféré ou votre auteur ou autrice préférée, mais nous donner une découverte, quelque chose vers lequel on va pouvoir se tourner pour continuer cette discussion, chacun chez soi. Allez, commencez comme ça pour l'instant. Moi, j'aurais bien choisi Gabriel Vincent. Non, mais Anne Brouillard, quand même, c'est tellement bien. Pour donner un titre, je proposerais La famille Foulque aujourd'hui, sans texte, mais qui est vraiment un trésor d'observation, d'ombre et de lumière. Je crois l'avoir vu dans la librairie, mais je ne sais plus. Si jamais quelqu'un veut aller le chercher vite. C'est hyper compliqué. Le premier qui me vient en tête, j'en ai pas qui me vient en tête. Non, mais c'est parce que ça parlait du temps et de l'écriture. Mais peut-être que je l'aime bien, c'est vrai que je l'aime bien. Mais en fait, moi, j'ai une passion pour les auteurs illustrateurs nordiques. Et donc, plus au nord que chez nous. Et c'est toujours ces noms-là qui me viennent, en fait. Donc, il est vrai qu'on est un peu entre les choses. Donc, j'adore Wolf Elbruck chez les Allemands, par exemple. Et j'adore Eva Lindström, tout à fait au nord. Et ce sont les histoires qui me ravissent le plus. Après, bien sûr, chez nous, il y a plein de choses qui me plaisent bien. Tout s'efface au fur et à mesure et se remplace. Bon, j'aimais bien celui-ci de temps en temps de Anne Herbots parce que ça parle du travail de la création et de l'écriture. Je sais pas. Oui, j'aime bien celui j'aime bien celui de Fanny qui vient de sortir là. Il y a quelques mois, la colonie de vacances, parce que ça me rappelle beaucoup mes colonies de vacances et moi. Je l'ai trouvé très charmant, un gros travail de grosse ampleur et très charmant. Oui, je sais pas en fait, je sais pas dire. Okay, j'ai aucun livre chez les Belges pourtant il y en a plein que j'aime bien, plein que j'aime beaucoup, mais il n'y a rien qui m'a touché autant que le côté David Lynch et du nonsense des Nordiques et de Eva Lindström par exemple. Voilà, donc je suis fanat à mourir. On note ça alors, quoi qu'il en soit. Christine, ça y est. Moi, c'est un livre qui n'est pas là, et c'est un livre d'Elisabeth Ivanovsky qu'on a édité il y a plusieurs années, qui s'appelle Circus. Voilà, c'est vraiment un livre fabuleux. J'ai moi-même expérimenté la chose de montrer ce livre à un enfant d'1 an, et qui a été fasciné parce qu'il y a quelque chose dans le dynamisme, dans la force, vraiment la force de ces images. Il y a quelque chose qui passe depuis tout petit jusqu'à ce qu'on se dise voilà, c'est le fruit de la fusion entre le constructivisme russe et puis bien d'autres choses, et l'art populaire bien sûr. Et en fait, Fouane tout ça, en fait, peut-être qu'il serait là-dedans, Circus, à ce moment-là. Mais, je pense qu'il y a oui, quand je dis peut-être, c'est même sûr. Voilà, il y a le moment gênant où on est en train de chercher quelque chose. Il y a des livres aussi impossibles à rééditer comme Bas Bassinaboulou. Hein. Je peux chercher. Ah oui, absolument, avec grand plaisir, parce que c'est important. J'y ai passé du temps sur ce livre, mais là... Voilà, Bas Bassinaboulou, un livre avec un texte tellement intolérable que les images qui sont pourtant magnifiques et qui n'ont pas pris une ride sont... Voilà, c'est celui-là. Ouais.
Eh oui, moi aussi. Mais voilà, celle-là. Voilà. Donc, par exemple, voilà, cette merveille d'illustration avec cette tension des formes, avec cette explosion de couleurs complètement décomplexée. Et puis, je ne sais pas, tout là-dedans fonctionne comme une sorte de tourbillon. Et les enfants, ils sont aussi sensibles que des adultes. Voilà. Ça a plus que ça encore, mais ça n'a pas pris une ride. Je veux dire, ça pourrait avoir été fait aujourd'hui. Voilà. On vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup toutes les trois pour tout ça, toute cette générosité dans les propos et les connaissances. Voilà. Mais les Belges sont généreux, ça aussi. C'est vrai. C'est Ils une sont qualité. drôles, sympas et généreux. On est toujours prêt à partager notre C'est gaufre. magnifique. Toujours. Un grand, grand merci. Je pense qu'on peut vous applaudir.